Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités ou les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Un rendez-vous tous les jours à 13 h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons à l'investissement en VFA, la vente en état futur d'achèvement. Quelles opportunités pour les investisseurs? Nous en parlerons dans un instant avec Olivier Chatelain-Malherbe, le directeur général adjoint résidentiel et des régions chez Vinci Immobilier. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine où nous reviendrons sur l'intérêt des dispositifs d'épargne salariale pour les particuliers à l'occasion de la semaine de l'épargne salariale qui débute aujourd'hui. Nous ferons le point avec Arnaud Jacoulet, directeur de l'épargne salariale et retraite au sein de l'AFG, mais aussi avec Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'AMF. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et dans les clés de l'IMO, d'habitude, nous vous proposons des états des lieux de l'immobilier existant en termes de prix ou d'évolution des normes ou de la réglementation. Mais il est également possible d'acheter en VFA, vente en état futur d'achèvement. On peut aussi parler d'acheter un bien sur plan. Quels avantages et quelles spécificités, que l'on soit propriétaire, bailleur ou occupant. Nous en parlons avec Olivier Chatelain-Malherbe, directeur général adjoint résidentiel et des régions chez Vinci Immobilier. Bonjour Olivier Chatelain-Malherbe. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, on va commencer par la base. C'est la première fois qu'on en parle dans Smart Patrimoine. VFA, vente en état futur d'achèvement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un futur propriétaire d'acheter en VFA? Eh bien, ça amène du délai. D'accord. Du délai, pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'un contrat préliminaire de réservation qui va nous lier, nous, promoteurs immobiliers, et l'investisseur ou l'accédant à la propriété. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on achète sur plan, c'est ça? C'est qu'on explique en tant que promoteur le projet d'immeuble et donc d'appartement ou potentiellement de maison d'ailleurs, je dis d'immeuble et potentiellement de maison. Et derrière, on va acheter sur plan une maison ou un appartement qui sera livré dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle aussi d'ailleurs la vente en état futur d'achèvement, la vente sur plan. D'accord. Voilà, donc sur plan, mais pas seulement. Il faut savoir que dans ce contrat préliminaire, il y a plusieurs strates. Il y a le plan, donc qui reprend la totalité des surfaces, des pièces qui vous concernent, mais également toutes les normes techniques, ainsi que le dossier technique, carrelage, peinture, la totalité des revêtements, ainsi que l'épaisseur des fenêtres. Enfin, vous retrouvez tout le dossier technique dans ce contrat. Donc ça veut dire effectivement que sur plan, on a un état des lieux complet finalement du bien qu'on va acheter. Exactement. Donc c'est exactement. On peut choisir du coup les revêtements ou ça c'est défini à l'avance? Alors l'épaisseur et la qualité des revêtements est prédéfinie. Vous pouvez l'upgrader si vous le souhaitez. D'accord. Mais sinon, vous avez évidemment le choix des coloris et des matières utilisées. Vous pouvez passer du parquet au carrelage. D'accord. Bon, donc comme si on faisait des travaux chez soi, mais j'imagine que vous allez nous dire que non, ça n'est pas exactement pareil. Non. Pas tout à fait, mais presque. Écoutez, il y a un certain nombre de choses et en plus, vous avez la capacité de faire des travaux modificatifs acquéreurs, qu'on appelle nous TMA dans notre jargon. Avant que le bien soit construit. Exactement, du coup, vous pouvez déplacer des prises. Évidemment, plus on se rapproche de la livraison, plus il est difficile d'avoir de choix et de modifier ses choix. Donc en fait, on achète un bien en amont. Un mot peut-être sur le délai. À partir du moment où vous décidez de construire, je ne sais pas, un immeuble, il se passe combien de temps et à quel moment interviennent les acquéreurs dans le processus? Alors, ce qui compte surtout, c'est, dans un premier temps, c'est la commercialisation. D'accord. De notre côté, nous avons bloqué un terrain, que ce soit pour une maison ou pour un immeuble. Et la commercialisation va faire qu'on va enclencher ce qu'on appelle une garantie future d'achèvement auprès d'un organisme bancaire. D'accord. Donc, nous, promoteurs auprès de cet organisme. Ce qui va nous permettre de pouvoir acter toutes les réservations dont on a parlé, les contrats préliminaires. D'accord, donc dès le début, en fait, on commercialise alors que l'immeuble n'a pas commencé à sortir de terre, pour le coup. Exactement. D'accord. Une fois qu'on a obtenu un certain nombre de réservations, nous pouvons donc passer au début des travaux. D'accord. Et à partir de là, vous avez un délai de 18 à 24 mois de délai de construction. Et alors, d'où l'idée que plus on se rapproche du terme, moins il est possible de faire son bien sur mesure, entre guillemets, puisque effectivement, quand il n'a pas encore été construit, il est plus facile de modifier des plans que de modifier ensuite le bâti existant. Exactement. C'est
pas généralement sur le bâti qu'il y a des modifications. C'est plus sur la décoration. Oui, décoration, prise électrique, emplacement, si vous souhaitez faire des cuisines ouvertes, fermées, voilà, sur ce genre de choses. Alors, quel avantage, Olivier Châtelain-Malherbe, à passer du coup par un achat sur plan, donc on est sur du neuf, qui sort de terre pour le coup, comparé à un investissement dans l'immobilier ancien en cœur de ville, par exemple? Alors, plusieurs avantages. Déjà, comme je viens de vous le dire, on va contracter auprès des banques une garantie future d'achèvement, ce qui va donc... Alors, vous professionnels de l'immobilier, pour le coup. Nous, professionnels de l'immobilier, qui va sécuriser l'opération. Quoi qu'il arrive, en fait, le bien sera livré. D'accord. Donc, c'est déjà une grosse sécurité parce que cette garantie n'existe pas forcément dans d'autres pays. Parce que ça veut dire qu'on peut avoir la crainte, quand on est particulier, d'acheter sur plan, mais de ne pas voir l'immeuble voir le jour. Là, ce que vous dites, c'est que cette crainte n'a pas lieu d'être en France, c'est ça? N'a pas lieu d'être. Quoi qu'il arrive, le banquier s'engage à finir les travaux ou à rembourser intégralement l'acquéreur. D'accord. Okay. Donc ça, c'est déjà un point important. Quand on a du délai et que ça inquiète, c'est quand même un point important. Le deuxième point important, c'est que vous avez toutes les dernières normes de construction. Donc, vous avez des produits qui, au niveau environnemental, sont au dernier cri, en termes de fenêtres, d'isolation, biodiversité, matériaux biosourcés. Donc, vous avez un produit qui est dans son air de temps. Et puis, il ne sera pas dépassé dans 2 ans ou dans 10 ans. Par la nouvelle réglementation, enfin, si tant est que la réglementation n'évolue pas trop, mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, à date... On essaye d'avoir malgré tout un peu d'avance sur la réglementation, sinon on a des surprises, en effet. Autre point important, les frais de notaire qui sont réduits. Donc, vous avez des frais de notaire qui sont plutôt de 6 à 7% dans l'ancien, contre un 2,5% en fait dans l'immobilier neuf. D'accord. Donc, quand on achète dans le neuf, on paye des frais de notaire réduits. Ça s'explique comment, ça? Alors, vous n'êtes pas notaire, évidemment, mais... Ça s'explique, c'est des lois, c'est des décrets qui sont déposés comme ça, où en échange de ce délai de construction, en fait, on fait bénéficier les acquéreurs de frais de notaire réduits. C'est un des gros avantages du neuf. Et alors, on a souvent, effectivement, enfin, on a eu sur ce plateau quelques promoteurs qui nous disaient que parfois il y avait des difficultés à faire sortir des projets de terre, peut-être avant des élections municipales ou avant des élections présidentielles. Est-ce que vous constatez, vous, que parfois ça peut être un frein pour des investisseurs particuliers, ce côté délai qui peut être rallongé? Oui, en effet, les changements de couleur de mairie, mais quelle qu'elle soit, il n'y a pas de parti politique qui soit plus problématique que d'autres. C'est plutôt personnel, c'est parce qu'il y a des maires qui aujourd'hui ont soit besoin, des nouveaux maires qui ont besoin d'être formés à l'urbanisme, donc c'est un métier qu'on fait au quotidien, mais pas eux. Bien sûr. Et il y a d'anciennes mairies qui, sous bénéfice de réélection, ne veulent pas contrarier ces potentiels Oui, parce que c'est toujours le même paradoxe. C'est qu'on veut loger ses administrés, mais les administrés sont totalement pour qu'il y ait du logement, mais surtout pas à côté de chez eux, parce que ça pourrait leur gâcher la vue, entre guillemets, quoi. C'est un petit peu ça. Donc forcément, dès qu'il y a élection, c'est des durées un peu plus longues. L'instruction des permis prend de plus en plus de temps. L'instruction des permis prend de plus en plus de temps. Du coup, je reviens côté particulier. En introduction, je parlais de propriétaires bailleurs ou propriétaires occupants. Quel est le profil des gens qui achètent en VFA aujourd'hui chez vous, Vinci Immobilier? Puis si vous avez une vision peut-être un peu plus globale du marché. Alors, chez nous, chez Vinci Immobilier, déjà, on a une distribution de notre produit qui est à la fois pour les accédants à la propriété et sinon pour les investisseurs. D'accord. Donc, plutôt primo-accédants. Les premiers... Non. Soit primo, soit secondo, pardon. Les accédants à la propriété, soit sinon les investisseurs. C'est 50-50 chez Vinci Immobilier. 50% surtout en investisseurs parce qu'on fait des résidences services, seniors et étudiants, également en VFA. Donc ça prend une grosse proportion d'investissement locatif. Mais la population moyenne et l'âge moyen chez Vinci Immobilier est de 44 ans. Voilà, en investisseur. Donc, on va de 20 ans pour les primo-accédants, que vous citiez tout à l'heure, et jusqu'à une 60aine d'années pour des résidences secondaires ou pour des gens qui souhaitent changer d'appartement et les mettre aux dernières normes pour leur retraite. D'accord. Et donc, vous dites 50-50 parce qu'il y a effectivement il y a l'appartement qu'on achète pour y vivre et il y a ces résidences-services ou résidences seniors, alors qu'on connaît bien dans l'émission parce qu'on les voit souvent sous forme de SCPI ou autre. Et là, pour le coup, vous avez un profil plutôt investisseur qui achète sur plan, là aussi, un bien d'investissement immobilier pour le coup. Et là, pour le coup, c'est la rentabilité qui va primer et non pas forcément la vue que va avoir ce produit, à quel étage il est, puisque en fait, on décorrèle le fait d'y habiter, donc tout l'affectif qu'on pourrait mettre dans l'achat de son propre appartement pour le bien d'un investissement, donc une rentabilité.
Et alors, si je reviens sur cette notion de délai, comment ça se passe alors quand on est propriétaire occupant et propriétaire bailleur? Propriétaire occupant, c'est-à-dire que je vais acheter un appartement que je vais occuper 2 ans après. Mais donc j'ai potentiellement fait un crédit pour acheter cet appartement. À quel moment est-ce que je commence à le rembourser en tant que particulier? Eh bien, en France, c'est plutôt bien fait. Et les organismes bancaires ont anticipé cette démarche. Donc, vous avez ce qu'on appelle des franchises de capital qui peuvent être intégrales ou partielles. D'accord. Donc, dans la durée de la construction. Et la durée de la construction, c'est finalement à chaque évolution de cette construction que nous allons prélever des intérêts pour pouvoir financer nos travaux. D'accord. Voilà. Et alors, quand on est investisseur, là, pareil, je commence à toucher des rendements à partir du moment où l'immeuble est sorti de terre, ou comment ça fonctionne? Tout à fait. Ouais. Alors, l'idée, c'est de faire une franchise totale, c'est-à-dire ne rien payer pendant les premiers 18-24 mois et de commencer dès l'instant qu'on perçoit un loyer juste après la livraison. Et alors, dernière question, Olivier Chatelain-Malherbe, acheter sur plan, ça coûte plus ou moins cher que d'acheter dans l'ancien? C'est les mêmes prix? C'est 2 marchés différents? Ça dépend de la zone peut-être où du coup on fait construire un immeuble neuf? Alors, il y a plusieurs choses en fait dans l'investissement neuf. Vous avez des choses fantastiques pour les primo-accédants, avec des prix maîtrisés, qui sont des obligations au niveau communal ou au niveau de la métropole. Et là, vous avez des prix très attractif et avec, encore une fois, avec la dernière qualité, les dernières normes environnementales au sein de l'opération. Donc ça coûte peut-être un peu plus cher facialement, mais vous avez un produit qui vous coûtera moins cher à long terme et dans lequel vous n'aurez aucun travaux. Vous avez des garanties décennales et biennales sur la totalité de l'immeuble. Merci beaucoup, Olivier Chatelain-Malherbe. On a tout dit sur la VFA ou... Je pense. Oui, je pense, en tout cas, pour les 10 minutes qui nous étaient imparties, effectivement, pour faire un petit peu de pédagogie sur cette vente en état futur d'achèvement. Merci, Olivier Chatelain-Malherbe. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint résidentiel et des régions chez Vinci Immobilier. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous avons choisi de mettre à l'honneur la semaine de l'épargne salariale qui débute aujourd'hui et qui dure, comme son nom l'indique, toute la semaine. Cela va également nous donner l'occasion de revenir sur les dispositifs d'épargne salariale et leur intérêt pour les particuliers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'AMF. Bonjour Claire Castanet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir également Arnaud Jacoulet, directeur épargne salariale et retraite au sein de l'Association française de la gestion financière, aussi connue sous le nom de l'AFG. Bonjour Arnaud Jacoulet. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous également. On va peut-être commencer avec vous, Arnaud Jacoulet. Un petit mot sur cette semaine de l'épargne salariale. Pourquoi cette nécessité de créer une semaine dédiée à l'épargne salariale ? Alors la volonté initiale de la semaine, c'est justement, de l'épargne salariale, c'est de créer un événement pédagogique autour de l'épargne salariale pour expliquer ces dispositifs auprès des salariés et auprès des entreprises pour leur permettre de mieux les comprendre, puisque ce qui ressort principalement, c'était une incompréhension, un sentiment de complexité. Et donc l'objectif ici, c'est de mieux expliquer ces dispositifs dont bénéficient près de 11 millions de porteurs de parts, conformément à nos statistiques. Alors on va revenir sur les chiffres également. Peut-être un mot, Claire Castanet. Le sujet, c'est vraiment de faire de la pédagogie. C'est accéder à des dispositifs qui existent quand même depuis un long moment, qui sont automatiques dans un certain nombre de grandes entreprises, mais il y a ce sujet d'essayer de les comprendre quand même, de faire de la pédagogie. Oui, cette semaine de l'épargne salariale a été créée par l'autorité des marchés financiers, par la Direction générale du travail, la Direction générale du Trésor, par l'IEFP, la Finance pour tous, et puis l'AFG, puisque l'objectif c'est de faire de la pédagogie, parce que c'est une épargne utile mais complexe, comme le disait Arnaud. Et à partir de là, nous avons souhaité créer un site de référence qui s'appelle le site épargne salariale, qui permet à chaque épargnant salarié de pouvoir trouver de l'information simple, pratique, pour pouvoir s'y référer. Et de la même façon, pour les employeurs, sur ce site, ils trouvent toute l'information. Parce qu'il y a ce double sujet. Alors là, on va s'adresser plutôt aux particuliers, mais il y a le sujet compréhension côté particulier ou côté entreprise. Des deux côtés, il y a besoin de faire de la pédagogie, finalement. Oui, des deux côtés, il y a besoin de faire de la pédagogie. Pour les particuliers, on met un accent tout particulier au moment de la semaine de l'épargne salariale. Typiquement, l'autorité des marchés financiers va faire un webinaire ouvert à tous le 31 mars, justement pour répondre aux principales questions que nous voyons qui arrivent notamment à notre centre de relations avec les publics ou auprès de notre médiateur.
Alors, on va justement revenir sur ces questions. Juste avant, Arnaud Jacoulet, donc vous avez quelques statistiques, quelques chiffres sur l'épargne salariale. Et on voit quand même que, même s'il y a un besoin de pédagogie, c'est quand même un dispositif qui est apprécié ou connu, en tout cas, du grand public. Alors, peut-être que c'est effectivement lié à certaines obligations réglementaires dans les grands groupes. Mais en tout cas, on voit que, par exemple, on a 167,6 milliards d'euros d'encours sur les plans d'épargne salariale et le plan d'épargne retraite entreprise. C'est vos chiffres, plus 14% sur un an et plus 7% annuel depuis 2008. Oui. Je cite le premier, je vous laisse citer les autres. Mais globalement, on sent que les dispositifs d'épargne salariale progressent d'année en année. Oui, c'est une enquête qu'on mène au sein de l'AFG auprès des établissements teneurs de comptes, donc qui vont tenir les comptes de chacun des salariés qui disposent d'un plan d'épargne salariale ou d'un plan d'épargne retraite. Les chiffres cette année sont bons, puisque les versements s'établissent de l'ordre de un peu plus de 16 milliards d'euros. On constate une baisse de l'intéressement et de la participation donc, qui ont été générées au sein des entreprises l'année dernière, puisqu'il y a toujours un décalage en épargne salariale. Les sommes qui sont versées cette année en intéressement, au titre de l'intéressement et de la participation sont issues des résultats générés l'année dernière par les entreprises. Et donc en 2021, finalement, on paye les mauvais résultats ou l'incertitude de l'année 2020. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Donc, année pleinement impactée par la crise en 2020, par la crise Covid, ce qui se ressent sur les primes qui ont été a priori distribuées auprès des salariés, puisqu'elles sont en baisse de l'ordre de moins 10 à moins 14%, selon qu'il s'agisse de l'intéressement ou de la participation. Et là où on a le sentiment que les épargnants et les salariés qui disposent de ces plans d'épargne salariale ou de ces plans d'épargne retraite ont bien compris le mécanisme, c'est que le niveau des versements volontaires, donc l'effort d'épargne réalisé par chacun, a augmenté. Et ce qui vient en global compenser la baisse constatée au titre de l'intéressement et de la participation. C'est la preuve finalement que les efforts pédagogiques qu'on peut mener ces dernières années semblent porter leurs fruits, puisque les épargnants ont a priori bien compris comment cela pouvait fonctionner. Ça ne signifie pas en revanche qu'il ne faut pas continuer. Ça veut dire de nouveaux épargnants qui en bénéficient toujours. Ça veut dire que les épargnants qui bénéficient d'un dispositif d'épargne salariale, finalement, ont pris la main sur ce dispositif, ont compris qu'ils pouvaient en bénéficier et donc faire des versements en plus que ceux qui réalisés par l'entreprise. Exactement. En tout cas, c'est ce que nous permettent de dire ces chiffres-là, qu'ils ont faire ce constat. Et alors, il y a un chiffre également que je trouve intéressant, c'est que le monétaire ne représente plus que 13% des encours de l'épargne salariale. Donc là aussi, ça veut dire qu'on s'intéresse à ce dans quoi on investit quand on fait des versements sur les dispositifs d'épargne salariale qu'on va définir avec vous, Claire Castanet, dans un instant. Ça, c'est très important, effectivement. En 2013, le monétaire représentait plus de 20% à 21% de l'encours global de l'épargne salariale. Et cette année, c'est seulement 13%, donc c'est une diminution qui est extrêmement importante. Diminution au profit des produits type actions ou diversifiés. Preuve finalement que les épargnants ont compris qu'il fallait diversifier son épargne salariale, que le monétaire ne permettait pas de répondre à toutes les situations. Il permet de répondre à certaines situations, mais n'était pas un choix d'investissement quand on investit à 5 ou 10 ans, à moyen terme par exemple. Et là aussi, c'est une très bonne nouvelle, puisque cette diversification, c'est l'un des objectifs pédagogiques qu'on mène au travers de la semaine. Alors, Claire Castanet, on va essayer de faire un petit peu de pédagogie justement pour expliquer, parce que l'épargne salariale, en fait, ça englobe des réalités très différentes. Je vous propose de diviser ça en deux catégories. Mais dites-moi si j'ai tort ou raison, mais d'un côté, il y a l'origine et de l'autre, il y a les objectifs. Il y a l'origine des fonds, par exemple l'intéressement ou participation, c'est pas exactement la même. Et ensuite, il y a où est-ce qu'on va mettre effectivement ces fonds en fonction de ses objectifs, capitaliser pour sa retraite ou autre, par exemple. Alors, déjà, intéressement et participation, quelles sont les grandes différences entre ces deux dispositifs, Claire Castanet ? Alors, côté participation, c'est finalement faire bénéficier aux salariés de la réussite économique de l'entreprise sur le plan comptable. D'accord. L'intéressement, c'est plutôt lié à la performance économique et à l'amélioration, puisque chaque entreprise définit de façon assez libre l'ensemble des critères pour l'intéressement. D'accord. Et les deux vont alimenter finalement des dispositifs, que ce soit le plan d'épargne entreprise ou le plan d'épargne pour la retraite, qui répondent à des objectifs de moyen terme, 5 ans pour le PE, ou de long terme, l'objectif retraite pour les épargnants. Donc ils vont alimenter leurs dispositifs. On l'a vu avec les primes d'intéressement et de participation. D'accord. Mais au-delà de cela, il y a l'abondement de l'employeur
Bien sûr, oui. Qui bien sûr est un avantage. Bien sûr. Oui. Il y a bien évidemment les aspects liés aux frais, puisque dans l'aide qui est apportée, l'employeur peut prendre tout ou partie des frais. Donc, ça, c'est prise en charge par l'employeur, ça c'est prise en charge par l'employeur. À la décision de l'employeur, j'imagine, à la décision de l'employeur, sauf pour les frais de tenue de compte, où là c'est obligatoire. D'accord. Tous les employeurs doivent les prendre en charge, mais certains vont plus loin, et c'est bien de le savoir et de se renseigner auprès de son employeur. Ce qui permet finalement, une fois que l'on sait comment on peut alimenter, puisqu'il y a aussi les versements volontaires, comme le disait Arnaud, de prendre des décisions au moment où on touche ses primes. D'accord. Quand on touche ses primes, soit on les touche en espèces, mais là, il y a des conséquences fiscales puisque c'est imposé sur le revenu, soit on les verse dans ces dispositifs et on bénéficie d'exonération. Si je reviens sur intéressement et participation, si j'ai bien compris, ça veut dire que participation, donc c'est comptable, il y a un chiffre d'affaires, ensuite il y a un résultat net, éventuellement il y a des bénéfices et c'est là où on va identifier des potentielles redistributions d'une partie de ces bénéfices aux salariés. L'intéressement, c'est plus basé sur la performance, c'est-à-dire que c'est pas juste sur un résultat net ou des bénéfices, mais ça peut être par exemple sur des critères ESG par exemple ou d'inclusion ou autre. Alors je donne cet exemple-là, mais sur des critères définis par l'entreprise elle-même. Par l'entreprise en lien avec les représentants du personnel. D'accord, donc par l'entreprise et les salariés. Donc c'est paritaire, même si en finale, l'objectif c'est de pouvoir contribuer à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Alors ça peut être sur un point extrêmement précis, par exemple diminuer le délai fournisseur. D'accord. Oui. Ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus général qui couvre l'ensemble de l'activité de l'entreprise et des zones de création de valeur finalement, pour dire chaque salarié peut bénéficier du partage de cette valeur créée ensemble. Parce que l'idée, ce serait de dire, parce qu'on a réussi à atteindre tel objectif sur tel critère, alors effectivement, on n'a peut-être pas multiplié le chiffre d'affaires de l'entreprise par 2, mais on l'a rendu plus performante sur le long terme, donc il est normal d'en redistribuer une partie finalement à ceux qui ont permis cette évolution possible. Finalement. Oui, et c'est un facteur de transformation aussi de l'entreprise, donc facteur de transformation, de redistribution. Et tout cela en aidant les épargnants salariés à se construire une épargne sur le long terme. Et on sait que c'est important de pouvoir rêver aussi et financer des projets futurs, que ce soit du moyen terme ou pour la retraite, où chacun peut être préoccupé par finalement de quoi j'aurai besoin au moment de ma retraite. Parce qu'il y a effectivement 2 dispositifs, après le PE ou le PER. Juste avant, Arnaud Jacoulet, peut-être un petit mot sur l'abondement. Alors l'abondement, c'est, vous allez nous expliquer d'ailleurs ce dispositif, c'est à l'appréciation des entreprises. C'est la possibilité, par exemple, si je mets 100 € sur mon PE ou mon PER, de voir cette somme doublée par l'entreprise ou autre. Ouais. Doublée, oui, exactement. C'est tout à fait ça. L'entreprise va venir compléter les versements qui sont réalisés par le salarié. Et donc, en lien avec les partenaires sociaux, lorsqu'elles négocient le plan d'épargne salariale ou le plan d'épargne retraite, ils vont définir un montant d'abondement qui est au maximum de 3 fois le versement du salarié, et qui est d'un montant, sur le PE, il est un peu plus de 6 000 €, et 3 000 €, et sur le PERCO, 6 000 €. Et donc, l'entreprise complète ce versement, et c'est extrêmement intéressant, puisque dès lors que le salarié verse, tout de suite, l'entreprise le complète, ce qui permet d'accumuler tout de suite une épargne beaucoup plus importante que celle qu'il aurait initialement investi, épargné individuellement. Et alors, on comprend bien l'intérêt pour le salarié, pour l'entreprise, du coup, il y a un intérêt derrière Il y a un intérêt si elle veut faire vivre son dispositif, puisqu'à défaut de mettre de l'abondement, notamment dans les dispositifs retraite, on constate que ces dispositifs-là ne sont pas actifs et que les salariés n'y voient pas l'intérêt toujours d'épargner. Donc, il y a premièrement, si on veut faire vivre son dispositif, l'abondement extrêmement important. Deuxièmement, sur le plan fiscal, ce sont des sommes qu'elle va venir déduire de ses résultats, sur lesquels, donc, au final, elle ne viendra pas payer d'impôts. D'accord. Et alors, Claire Castanet, je vous propose de revenir. Donc, j'avais divisé en origine objectif. Donc, effectivement, quand on fait des versements, on peut le faire sur un PEE ou un PER. Quels sont les objectifs de ces 2 véhicules, dispositifs d'épargne salariale quand on fait des versements ? Alors, le PE est centré sur le moyen terme, puisque c'est 5 ans, alors que... C'est bloqué 5 ans. C'est bloqué 5 ans, tout à fait. Et donc, vous pouvez le débloquer au bout de 5 ans sans avoir à justifier quoi que ce soit. D'accord. Il y a, je vais y revenir, quelques cas de déblocage avant 5 ans anticipés. Pour le plan d'épargne retraite, comme son nom le dit très bien, il faut avoir en tête que c'est bloqué jusqu'à la retraite.
sauf cas de déblocage. Alors, ça m'amène à parler des cas de déblocage. Bien sûr, oui. Sur le PE, les cas de déblocage vont être liés à des événements plutôt courants de la vie, un mariage, un Pacs, une naissance, une adoption, l'acquisition de la résidence principale, et puis des cas aussi un peu plus difficiles. Pour le PERCO, c'est limité aux cas plus difficiles de la vie, excepté la résidence principale, qui vaut pour les deux. D'accord. Donc, vous voyez bien la philosophie. D'une part, on constitue son épargne de moyen terme, et s'il y a des événements heureux de la vie, c'est ce qu'on souhaite le plus, on débloque son épargne, son PE. En revanche, sur des situations plus dramatiques, vous avez ce filet de sécurité du PERCO qui normalement est fait pour la retraite, mais qui peut vous aider face à un décès, une invalidité, ce genre de situation vraiment difficile. Et si jamais je change d'entreprise en cours de route, je conserve mon PE ou mon PERCO et les sommes que j'ai versées dessus ? Alors, vous pouvez conserver d'un côté ou de l'autre, mais avec la loi Pacte, il y a une transférabilité qui a été donnée, notamment sur les nouveaux plans d'épargne retraite, qui facilite les choses, puisque la grande question qui peut se poser, c'est la question de la prise en charge des frais. Les employeurs n'ont pas toujours tout à fait la même politique, donc c'est à regarder de façon très précise. Et sur le PE, quand on quitte son entreprise, on peut récupérer les sommes qui ont été investies sur le PE. C'est un déblocage. Et alors, j'évoquais effectivement les critères de performance et je parlais des critères ESG parce que effectivement, quand on parle d'épargne et quand on parle d'investissement, c'est un sujet qui revient très régulièrement aujourd'hui. Sur le sujet de l'épargne salariale, vous voyez aussi cette transformation arriver. Donc, on sort du monétaire, on va vers plus d'actions, mais aussi on intègre cette idée d'investissement durable. Arnaud Jacoulet, dans votre étude, vous le voyez également ? On le constate et ça a toujours été un des piliers importants de l'épargne salariale. L'épargne solidaire, l'épargne durable ont toujours été deux piliers extrêmement fondateurs en matière d'épargne salariale. Les fonds solidaires, aujourd'hui, c'est plus de 14 milliards d'euros. Donc l'épargne salariale est le premier fournisseur d'épargne solidaire en France. C'est important quand même de l'avoir en tête. Et puis, on a maintenant, depuis près de 20 ans, des fonds qui sont labellisés, notamment CIES. CIES, c'est le comité intersyndical de l'épargne salariale. Et ces fonds qui sont labellisés CIES, ils prennent en compte, et ça depuis très longtemps maintenant, des critères de durabilité, les critères ESG, environnement, social, gouvernance, dans la gestion de ces fonds. Donc ce sont des critères qui sont pris en compte par l'épargne salariale depuis maintenant de nombreuses années. Ce qu'on constate, c'est que ça continue. Et ça se renforce du fait de la réglementation européenne qui est très importante aujourd'hui. Et on a à peu près 50% de l'épargne diversifiée, je mets l'actionnariat salarié de côté, donc de l'épargne salariale diversifiée qui est investie sur des supports qui sont considérés comme durables, soit article 8, soit article 9 au sens de la réglementation européenne SFDR. Merci beaucoup Arnaud Jacoulet. Je rappelle que vous êtes directeur épargne salariale et retraite au sein de l'AFG. Merci également Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein donc de l'autorité des marchés financiers de l'AMF. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.